Le vendredi à 13h, le sport prend le pouvoir sur 98 FM. Place à IDFM Sport. Le stade de la route de Lorient-Ferré. Non, il m'écoute pas. C'est Manu qui a dit ça. But! Oh, le but exceptionnel encore une fois! Pedro Miguel Barletta! Nanterre, un club qui était en dernière division de département il y a quelques années, qui est champion de France. Donc affaire à suivre, tout simplement, affaire à suivre. Allez à nous, celle-là! Les mecs de Paris sont balèzes! Ils sont balèzes, les mecs de Paris! Marie, je vais couper les micros. Attention. Oui, pour Ribéry, qui va arriver devant Casillas. Vas-y, mon petit! Quand tu fais un tournoi, peu importe, on peut aller jusqu'au bout. Les supportristes ont renoncé à faire du shopping ce samedi après-midi pour venir encourager. Les Parisiens sont heureuses. Oui, vraiment. Il n'y a rien qui ressemble plus à un Coréen qu'un autre Coréen. Ah oui, génial! Les mecs, ils sont quand même Dernier. au fond du fait-tout, voilà. Allez mon petit bonhomme! Oui, mon petit bonhomme, bravo! Et puis comme dirait l'autre, après avoir vécu une saison comme ça, on peut mourir tranquille en tout cas. Pas encore, le plus tard possible. Non, laisse-moi terminer. Bonsoir à tous les amis, bienvenue sur la planète sport, la planète IDFM Sport sur IDFM 98 FM. Comme chaque vendredi 13h, 14h, le sport débarque sur votre fréquence préférée. IDFM Sport 46e, bonjour mes amis, bonjour notamment à un sacré luron, monsieur Eddy Amari, qui va venir aujourd'hui pour son humeur et un coup de gueule contre le foot français. Voilà, contre le foot français en général. Bonjour Manu, bonjour à tous. Suite à un discours de Francis Gillot, le coach de Bordeaux, qui m'a bien énervé durant la semaine. Francis Gillot, on va reparler un petit peu de Bordeaux bien sûr à cette occasion et bien sûr c'est à propos des milieux de terrain il me semble. Voilà, c'est ça, milieu de terrain, attaquant, défenseur. Les grands gabarits. Voilà, les grands gabarits on va dire. On va se poser la question bien sûr avec Eddy Amari. En début d'émission, Linden Lutello est avec nous. Linden, il y a ta chronique Twitter en fin d'émission. Linden, bonjour aussi. Bonjour Manu, bonjour l'équipe. Et puis bien sûr, on n'oublie pas les débats dans cette émission IDFM Sport comme chaque vendredi. Exactement, on va faire un petit focus sur le tennis parce qu'on est en semaine où on a le tournoi de Bercy et puis il y a les Masters de London qui vont arriver, donc on va en parler un tout petit peu. Si on a un petit peu de temps, on va aussi parler NBA. On a eu les premières journées avec quelques surprises déjà, surtout du côté de Miami. Et puis, toujours dans les débats, on va parler F1. Sébastien Vettel, qui est le champion du monde incontesté, qui a égalé le record de Prost. Mais on va se demander pourquoi est-il sifflé partout. Exactement, on va se poser la question, on va parler un petit peu de Formule 1 et on va faire un petit peu la part moins importante pour le football aujourd'hui. Exactement. Il faut le dire, on va parler un petit peu moins de foot. Exactement, parce qu'on va pas parler beaucoup de foot, ce qui est la Coupe de la Ligue, mais on va quand même parler du scandale entre Sepp Blatter et CR7, et CR7 qui a Cristiano Ronaldo qui a répondu par un geste du commandante. Exactement. Et la dernière campagne de pub aussi pour les sous-vêtements de Cristiano Ronaldo, c'est aussi scandaleux. Je ne l'ai pas vu, mais moi ça m'a choqué un petit c'est peu. vrai. Bon, on va en parler tout à l'heure. Une spéciale Cristiano Ronaldo, peut-être pour finir cette émission. On va retrouver également la chronique de Charlotte Laroche qui va nous parler du mondial de rugby qui va se tenir d'ici quelques semaines. Et en plus, on a la chance de l'accueillir ici en France. Allez, tout de suite. Non, j'ai oublié quelqu'un. Mais oui, j'ai oublié quelqu'un. Non, je l'ai pas oublié. C'est parce que c'était son anniversaire cette semaine. Mon cher Valentin Paris, il est avec nous, malgré le fait que tu es 22 ans aujourd'hui, c'est ça ? Oui, 22 ans, bien sûr. On balance. C'est pour les auditrices à qui tu aurais donné le numéro et la fréquence, bien sûr, 98 FM. Salut Valentin. Ça va ? Ça va très bien, ça va très bien. T'as passé une bonne semaine ? Excellente. Comment veux-tu que... Nous, on va te faire une petite. Mais non, la version de. Comment Sébastien te souhaite ton âge. Elle est plus sympa. T'entends quand même. Elle est personnalisée. T'as fait de la recherche quand même, Manu. Ah bah quand même. On est tous là pour toi. Voilà. Et même pas tu payes ton goûter ou. Non, c'est vrai. Normalement, tu viens avec une bouteille. Normalement, c'est marqué dehors dans la charte. On y sera bien sûr samedi soir. Salut Valentin. De quoi on va parler dans ton JT du coup ? On va parler comme d'habitude de Créteil en Ligue 2, du National et le Red Star et le Paris FC qui va s'envoler à La Réunion pour la Coupe de France. Et puis l'Entente Saint-Gratien, Daumont et on va changer un petit peu en fin de journal. On va parler de hockey sur glace. Bon, c'est bien, un petit tour d'horizon bien sûr dans ce studio IDFM 98 FM, IDFM Sport. Ça vient de commencer depuis quelques minutes et on se retrouve tout de suite pour le journal des sports. Les infos sportives en France et dans le monde entier, c'est tout de suite avec Grégory Drouillard.
Et non, vous le savez, non, Greg il est n'est pas pas là. là aujourd'hui. Voilà. Alors, pas de méchanceté. Non, pas on de va lui dire. méchanceté, non. On est triste, Greg. Et on très lui souhaite dur, un très triste, super Greg. voyage parce Ouais. qu'il va revenir bientôt du côté de Tahiti. C'est Voilà. c'est très beau tout ça. Attention à Ça fait celui bien. qui dérape, hein, c'est enregistré. hein. Pour éviter les plaintes des auditrices. Allez, tout de suite, le journal, le JT des sports en France et à l'international. À la une de ce vendredi 1er novembre, jour de la Toussaint, du football et la 12e journée de Ligue 1. À suivre ce soir dès 20h30, le leader, le Paris Saint-Germain, affronte Lorient 17e. Suite de cette 12e journée, demain dès 17h, l'Olympique Marseille 6e se rendra à Rennes 9e. À 20h, le multiplex avec notamment le déplacement de Lyon à Guingamp et le duel du milieu de tableau entre Bastia et Reims. Cette 12e journée se terminera dimanche avec Nice-Bordeaux à 14h, Montpellier-Nantes à 17h. Avant l'affiche Canal+, Lille-Monaco, duel entre le second et le troisième dès 21h. Une petite affiche de préférence, messieurs, le match du Paris Saint-Germain, de Lyon, Paris Saint-Germain, j'imagine. bien évidemment. J'aurais Voilà. dit le Guingamp. Lille-Monaco, c'est pas mal quand même. hein. Lille-Monaco, c'est l'affiche. C'est l'affiche. Après, parce qu'on joue forcément le deuxième contre le troisième, même si Lille s'est fait éliminer à Auxerre aussi. contre la Coupe de la Ligue. Monaco s'est fait sortir mais avec une équipe bis, alors que Ouais, avec Lille une n'avait équipe pas bis, totalement c'est l'équipe bis. différent. Donc le Monaco, je le compte pas trop. Après, Premier l'autre- vrai test pour Monaco quand même Premier- ce soir. Et- hein. non, parce qu'il y premier a vrai test pour PSG. Lille surtout. Pour Lille, pardon, Parce excusez-moi, que- c'est oui, c'est à Lille que je pensais. Il ouais. y avait eu Lyon auparavant quand Lyon était encore un petit peu en forme. Ouais, mais Lyon, après, c'était pas terrible. Après, il faut faire quand même attention au match aussi de Lyon-Guingamp parce que pourquoi on en parle pas. Non, pas forcément. Ah pas, oui, non, non, je pas, suis tout pas à fait forcément d'accord du avec coup toi. parce que je suis pour Lyon, mais c'est parce que là, on est face à une équipe qui est en pratique et en théorie vraiment beaucoup plus faible, mais qui fait un bon début de saison. Très bon début et de ça saison serait des Guingampais. vraiment enfoncer encore plus Lyon dans sa crise si Lyon n'arrive pas à avoir plus qu'un match nul, en tout cas contre Guingamp. Ça serait quand même très grave. Leur défaite quand même face à Evian a dû leur mettre un coup. Ils menaient 1-0 et Ouais, ça- enfin en Coupe de la Ligue. Ouais, mais Match, Guingamp a su se relever parce que si on se rappelle, première journée, ils prennent 3-4-0 contre Marseille. Alors on 3-1. dit on a 3-1, oui, parce que enfin, je sais qu'il y avait 3-0 à un moment Ouais. et on donnait pas 16 cher de la minutes. peau des Guingampais. On disait voilà, cette année ça va être le 20e, ça va être le Arles Avignon et aujourd'hui ils sont 5e. C'est-à-dire qu'ils ont, avec Gourvenec, qu'ils ont réussi à retravailler et à se remettre justement à niveau. Et je pense que voilà, c'est Lyon et on voit même dans les conférences de presse de Rémi Garde que voilà, Lyon aujourd'hui a très très peur de ce match. Sacrée génération à Guingamp quand même avec Yatabaré et notamment Younous Sankaré. Je sais pas si vous l'avez vu jouer avec le maillot des Guingampais, mais il fait un début de saison Un très beau particulièrement début de saison, ouais. remarquable. Et puis Gourvenec qui est vraiment un très bon Ouais. entraîneur, qui était un très beau joueur de foot. Mais surtout, Valentin, tu soulignais comment dire, le match des Guingampais face à Evian, qu'ils ont perdu en Coupe de la Ligue. Il y avait aussi un beau match avec le scénario le même match des Guingampais face à Ajaccio cette fois-ci, où ils étaient menés 1-0. Le Et but ils ont magnifique aussi, de voilà, le Beauvu, but là. magnifique, voilà, le 6 euros retourné. Ils ont fini par remporter 2-1 ce match. Non, moi vraiment, comme le disait Linden, je pense que ce match de Guingamp à Lyon est vraiment à voir et pourrait être ta peut bonne être très surprise, ouais. difficile pour les Lyonnais. Toujours dans l'actualité du football, l'Elysée persiste et signe comme prévu. François Hollande, président de la République, n'a pas cédé devant les représentants du foot français hier lors de la réunion au palais de l'Elysée. Le chef de l'État a décidé de maintenir la taxation à 75% sur les hauts revenus. Jean-Louis Triot, président des Girondins de Bordeaux, appelle à une journée d'action plutôt qu'une grève. Noël Le Graët, président de la FFF, a quant à lui estimé qu'il restait du temps pour une nouvelle conciliation. Vous en pensez quoi, messieurs, de cette histoire de grève un Moi, petit je peu m'y connais pas trop sur le sujet, mais je veux dire, moi, je suis pour ce que propose le gouvernement et contre justement cette manifestation des clubs. Pourquoi ? Parce que je dirais que finalement, les gros clubs comme le PSG n'ont pas de problème puisqu'ils ont les moyens et ceux qui se plaignent pas. Mais les autres, pourquoi ils ont des problèmes ? C'est parce qu'au départ, il y a une mauvaise gestion. Par exemple, quand tu vois aujourd'hui que Lyon, leur part est estimée à peu près à 4 millions, ils sont en train de pleurer pour ces 4 Bien sûr, millions. avec les gros salaires qu'ils ont donnés, n'ont pas, ouais. mais avec les gros salaires qu'ils ont donnés, quand tu as acheté des Makoun à 12 millions, des Kader Keita à 15, Ou des 400 000 euros pour Johan et Gourcuff. voilà, forcément, voilà, la punition elle est là derrière. Donc après, on peut dire que cette taxe serait injuste, mais en même temps, elle est faite pour tout le monde, donc pour le revenu. Après, derrière, voilà, je pense que ça va réveiller ces clubs, à part le fait qu'ils se plaignent, oui, on va couler, etc. Mais ça va la réveiller par rapport à la gestion, parce qu'il y a des clubs qui sont gestionnés de façon assez Non, moi catastrophique. je suis pas d'accord avec toi, parce que déjà on change les règles en cours de jeu. Hop là. Sinon, dans le silence ici, ouais. Ne vous inquiétez On pas. change tout va les bien. règles, comment dire, en cours de jeu. ouais. Il y a quelques mois, on disait que non, le football n'allait pas être touché. Donc les dirigeants de clubs, les présidents de clubs ont prévu un budget sans cette taxe-là. Là, en cours de jeu, on leur dit finalement, vous allez avoir cette taxe-là. Je pense que les présidents sont pris à la gorge. Ouais. Et dans ce que ça va apporter, cette taxe des 75% par rapport au salaire actuel des footballeurs et des taxes et les impôts qu'ils payent actuellement,
Je ne pense pas que ce sera. Ça va ce ce sera bénéfique pour la intéressant, France. ce qui est intéressant quand même au-delà de ça, c'est qu'on regarde que François Hollande a fait une semaine quand même où il a beaucoup concédé, notamment sur l'écotaxe exactement, et que là pour le coup, il n'a pas cédé en tout cas pour le football. Et j'ai l'impression qu'en termes de communication, on a l'impression en tout cas que il a cédé avec le reste, mais il cédera pas avec le football. Parce que le grand public ne sait pas forcément ce que c'est l'écotaxe, alors que le football et l'image, en fait, ça joue. Mais une majorité du public ne veut pas de cette taxation à 75% pour les joueurs de foot. Un sondage. Une majorité du public qui suit le football. Parce que les Français ne veulent pas qu'il y ait une taxe. Et ceux qui sont sondés et ceux qui sondent les présidents, etc., c'est le grand public. Donc c'est la France. À partir de là, on va dire que on est toujours dans le discours, ils sont trop payés, etc. Et je pense que ça serait en tout cas au niveau de l'image de Hollande, ça serait très compliqué pour lui de justement se laisser faire. Après, pour revenir à ce que disait Eddy, c'est vrai qu'il y a le changement des règles. Après, en dehors, c'est vrai que la mauvaise gestion des clubs français, ça serait une leçon. Mais derrière, ils sont en train de négocier la rétroactivité justement pour se réorganiser derrière. Donc c'est sur ce côté-là où c'est légitime pour ces clubs-là, mais après trop gratter, je pense que derrière ça sera pas. Parce que en fait, excuse-moi, je vais terminer ça. Ils justifient aussi sur le fait qu'ils aident beaucoup les clubs amateurs, mais bizarrement de l'autre côté, on entend aussi que les clubs amateurs ne sont pas assez aidés. Donc voilà, il y a un double discours qui est pas forcément. Voilà, les clubs pro essaient de donner la bonne image alors que c'est pas forcément vrai. L'affaire à suivre donc du côté des instances du football et de l'Elysée, bien sûr, puisque Noël Le Graët a dit il y aura sans doute une nouvelle réunion avant cette grève ou cette journée d'action. Un mot également de la Coupe de la Ligue, elle avait lieu cette semaine et il faut dire que pour une fois les audiences TV ont été dopées, sans doute d'ailleurs grâce à un petit effet Monaco, effet peut-être un peu pchit puisque Monaco a perdu. On retiendra au-delà de ça bien sûr qu'il n'y aura aucun représentant national pour les huitièmes de finale puisqu'Amiens était sorti par tour 3-1. Également la défaite surprise, je vous en parlais, de Monaco face à Reims 1-0. Seuls 3 Auxerre et Tours représenteront les clubs de Ligue 2 au tour suivant. On rappelle qu'en Ligue 1, 6 clubs étaient exemptés de ces 16e de finale et retrouveront directement les 8e de finale avec notamment Marseille, Bordeaux, Lyon, Paris, Nice et Saint-Etienne. Reims, fausse surprise on va dire, parce que sur le papier c'est certaines surprises, mais Reims aime les gros, on le sait. Ils ont battu l'OM, ils ont donné match de coupe en plus. Mais ils ont donné beaucoup de mal à Monaco en championnat déjà, et c'est la dernière équipe qui a battu le Paris Saint-Germain. C'est vrai. Donc et ils ont battu l'Olympique Lyonnais. Et donc Reims aime les gros, donc pas forcément. Non, sacré match Jérémois. Là, on va ma chronique va venir un petit peu sur une petite critique sur le football français dont on parle à chaque fois, qui est vanté qui est une référence en matière de jeu physique solide et à la bagarre. Les Rémois vraiment ont sorti un très beau match face aux Monégasques, et Reims est une équipe depuis son retour dans l'élite qui affiche de vraies ambitions en matière de jeu, et c'est vraiment à souligner. Bien sûr, tout à fait beau travail en tout cas du côté d'Hubert Fournier, l'entraîneur. Place au tennis et le Masters 1000 de Paris-Bercy qui se déroule toute cette semaine. On va en parler tout à l'heure dans les débats, mais ce qu'il faut dire, c'est que grâce à la défaite de Raonic et donc la victoire de Berdych, Richard Gasquet est assuré de participer au Masters. Voilà, toujours côté français. Gilles Simon a été éliminé par David Ferrer en 8e de finale en 2-7, 6-2, 6-3. On rappelle également que Joe Wilfried Tsonga a été éliminé dès son entrée en lice par ce diable de Kei Nishikori, 1-6, 7-6, 7-6. Double peine pour le Manceau, également éliminé de la course au Masters, où il ne peut espérer qu'une place de remplaçant. Ça, on va en parler tout à l'heure, messieurs. Donc je vous garde un petit peu sous la main. Des quarts de finale bien sûr de Bercy qui débuteront aujourd'hui avec un plateau extrêmement relevé, puisque Federer, Djokovic, Nadal, Ferrer, Del Potro et Gasquet se retrouveront pour en découdre. Ça risque d'être exceptionnel tout ce week-end au POPB, et on en parle bien sûr tout à l'heure. On passe au rugby et la 11e journée qui s'ouvre ce soir dès 19h. Toulon accueille l'Union Bègles-Bordeaux, et à 21h, Clermont ira défier Castres. Dans les autres matchs à suivre samedi, un classique des années 90, Brive-Toulouse. Le Racing ira à Aguilera jouer face au Biarritz Olympique, et le Stade Français accueille Bayonne. Les Parisiens accueillent le Pays Basque et les banlieusards y vont. Encore de belles affiches et de belles ambiances en perspective entre les deux régions. Ce qu'il faut aussi retenir dans l'actualité du rugby, le 15 de France était en préparation toute cette semaine à Marcoussis pour des tests physiques en vue du match du 9 novembre face aux All Blacks dans le cadre de la tournée d'automne. Et ça intéressera Philippe Saint-André, le sélectionneur, de savoir que Morgan Parra, le demi-mêlée de Clermont, a vu sa suspension réduite de moitié. Au lieu de 4, le buteur du 15 de France sera privé de 2 semaines de compétition et donc sera de retour face aux Néo-Zélandais. Bonne pioche pour les Français quand même, il faut le dire. Également dans l'actualité sportive de ce 1er novembre, du basket et l'Euroleague qui jouait sa 3e journée hier, et cette magnifique victoire de Nanterre du côté de Barcelone. Nanterre qui a déjà fait un gros coup face au CSKA Moscou, mais qui avait perdu de peu lors de leur premier match. Félicitations à eux, tu fais bien de le dire Eddy, puisque Nanterre a gagné du côté de Barcelone 71-67.
Nanterre, honnêtement, c'est le trublion c'est génial, du basket incroyable. mondial, C'est européen génial. en tout cas aujourd'hui, on peut le dire. C'est génial. Souvenez-vous l'année dernière quand on faisait les débats ici sur Nanterre, comme quoi ils étaient champions de France. Déjà, on trouvait ça extraordinaire. On avait même dit que le niveau, parce que c'est le niveau en France qui avait baissé. Oui, on avait dit ça, et surtout on avait peur. On avait peur pour le futur du club. Bien sûr. On comparait ça un petit peu avec Auxerre dans le football. Auxerre qui avait connu la Ligue des Champions, et après le milieu de tableau, et Auxerre qui est descendu en Ligue 2. On disait que Nanterre au basket allait peut-être vivre le même destin, et finalement on s'est trompé. Voilà, on s'est trompé. Il faut Espérons le dire que ça dure en tout cas. Mais en tout cas, il joue le jeu à fond, et ça c'est peut-être la chose la plus importante. L'actualité bien sûr marquée, l'actualité du basket par la retraite d'un très grand, Allen Iverson, âgé de 38 ans, l'américain absent des parquets de NBA depuis 2010, qui avait tenté l'aventure européenne du côté de Beşiktaş, mais un terme à sa grande carrière, qu'il a vu quand même désigné MVP en 2000-2001 lorsque les Sixers de Philadelphie avaient joué une finale contre les Lakers. Il a percé vieux quand même. Il a percé vieux, ouais, complètement. Parce que je le voyais pas si vieux que ça, Iverson. Mais ouais, moi non plus. Je pensais qu'il était plus jeune que ça. 38 ans quand même. Son surnom, vous avez une petite idée, les amis? Il n'y avait pas un 3... Non, pas The Answer. Exactement, voilà. The Answer. Bien joué, Eddie. Numéro 1 de la draft 96, notamment le garçon, 11 fois All-Star. Et il affichait une moyenne quand même impressionnante de 27 points, 6 passes décisives par match en carrière. C'était un beau dunker. Respect quand même. Et puis je pense qu'au-delà des chiffres, c'est quand même un garçon qui avait une personnalité, en tout cas qu'on retiendra dans le monde du basket. Le petit mot de proie pour terminer cette actualité basket, toujours en Ile-de-France. 5e journée, Paris-Levallois accueille Pau-Lac-Orthez. Donc c'est samedi à 20h. Et puis même jour, même heure, on aura Nanterre qui se rendra à Cholet. Un petit mot de handball. Un petit mot de handball avec bien sûr l'équipe de France qui débute aujourd'hui la Golden League à Oslo. Les hommes de Claude Onesta affronteront le Danemark vendredi, la Norvège samedi, la Croatie dimanche. Xavier Barrachet et Benjamin Havgour ne figurent d'ailleurs pas sur la liste définitive donnée par Claude Onesta. Donc, affaire à suivre, ça va être intéressant. Un tournoi de préparation, bien sûr, pour les Bleus. En D1, la 8e journée se tiendra dès mercredi prochain. Et on le rappelle, destin diamétralement opposé pour nos Franciliens. Le Paris Saint-Germain qui occupe la tête du classement pendant que Ivry et Tremblay-en-France ferment la marche aux 13e et 14e places. Là encore, on gardera, bien sûr, avec notre ami Valentin, un œil avisé sur le handball. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs un petit peu, la Tremblay-en-France et Ivry? On en parle moins, du coup, du fait de l'hégémonie parisienne. Oui, avec l'équipe galactique du PSG, c'est vrai que ils sont un peu couverts, quoi. Ça peut tuer le handball justement dans la région, en Ile-de-France, le fait qu'il y a un énorme club comme ça. On sait qu'il y a beaucoup de clubs. Il y a Créteil aussi qui est en deuxième division, je crois. Mais il y a quand même des clubs qui sont en train de monter, comme Saint-Gratien par exemple, qui est toujours qui a perdu un seul match en National 1, qui va lutter sûrement pour monter en Pro D2. Donc je sais pas si on peut dire que le PSG va détruire l'image du handball. Pas l'image forcément, mais peut-être laisser moins de place dans la formation, par exemple, dans les jeunes talents parisiens. Moi, je me dis justement, ça serait le contraire. C'est-à-dire que si on a une grosse équipe et le PSG achète partout à l'étranger, ils n'achètent pas en France. C'est-à-dire que les bons handballeurs franciliens... sur un modèle de formation. Exactement, les bons handballeurs franciliens finiront, pour moi, après je ne sais pas exactement si c'est le cas, finiront à Tremblay, Ivry, etc. Donc je pense que c'est une bonne chose d'avoir un grand club à Paris. Il y a des très bons centres de formation sur l'Île-de-France. Notamment le pôle Île-de-France qui est situé d'ailleurs, c'est un peu contradictoire, mais à Chartres. J'aime comment il dit ça. C'est pas mal, c'est vrai, mais il y a des très très bons éléments qui sont déjà en équipe de France jeune, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci là-dessus. Affaire à suivre, bien sûr. Dans le réseau d'actualité en MotoGP, c'est ce week-end à Valence que va se décider le titre entre Marc Marquez, pilote Honda, et Jorge Lorenzo sur Yamaha. En Espagne, 2 Espagnols pour une place. L'équation est simple. Avantage au plus jeune Marquez qui compte 13 points d'avance. Mais attention, Lorenzo, champion du monde en titre, reste sur 2 victoires sur les 2 dernières courses. Ça risque d'être très chaud dans le sud de l'Espagne ce week-end. On reste d'ailleurs, oui. Non, c'était une mauvaise blague. On reste en Espagne, bien sûr. Et du WRC, c'est du rallye, le Tour de Catalogne qui s'est achevé la semaine dernière. Sébastien Ogier, déjà sacré en Alsace, a terminé 2e et permis à Volkswagen de glaner le titre de constructeur. Premier doublé pour l'équipe allemande pour sa première participation en WRC. Ça méritait d'être salué. Et puis en cyclisme, la saison s'est terminée, mais l'UCI planche déjà sur une réforme pour 2015, avec notamment la mise en place d'un classement mondial semblable à ce qui peut se faire un petit peu en tennis. Triste nouvelle, par contre, à côté de ça,
le Canadien Ryder Esjedal, vainqueur du Giro en 2012, a reconnu s'être dopé. Alors c'est parti en fait de l'autobiographie de Michael Rasmussen, je ne sais pas si vous en rappelez, le maillot jaune déchu du Tour 2007. Voilà, il a sorti cette semaine une biographie donc, où il a révélé cette information. Donc le coureur canadien a dû faire une conférence de presse. Un livre d'ailleurs qui risque de faire couler beaucoup d'encre dans les jours à venir, puisque le Danois balance tous ses anciens coéquipiers ou presque. Donc je pense qu'on risque d'en parler à nouveau. Là c'est la suggestion vidéo pour finir. Greg n'est pas là mais on va quand même en parler. J'ai vu un excellent intérieur sport. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je pense que vous l'avez vu. Celui sur l'épopée de Ligue des Champions de Monaco en 2004. Mais j'ai déjà vu, bien sûr. Extraordinaire. Je voulais qu'on revienne dessus parce qu'on va fêter les 10 ans cette année justement de cette épopée monégasque. Alors le reportage dure à peu près 22 minutes, ça s'appelle Les Yeux Rouges, vous pouvez le trouver sur YouTube et il est vraiment génial, l'histoire d'une bande d'amis, bande d'enfants même, on a envie de dire, Patrice Evra, Jérôme Bretagne, Dado Perso, Morientes aussi qui est incroyable, qui vient du Real et qui en fait se retrouve dans cette ambiance de gamins, de jeunes garçons qui veulent justement réussir dans le foot, et cette bande d'escrocs comme le dit Patrice Evra pendant le reportage. Il y avait une belle anecdote, il me semble que c'est Dado Perso qui l'a dit pendant dans ce documentaire. Souvenez-vous du 8-3, c'est ça? Ouais, tout à fait. Monaco face à l'ASM, voilà. Monaco face au Deportivo. Les joueurs monégasques avaient appris la veille du match que, il me semble, les joueurs du Deportivo ne s'étaient pas entraînés et avaient préféré flâner en ville et faire les boutiques. Et du coup, ils avaient eu vraiment les boules et ils s'étaient, monté la tête contre ça. Je ne sais plus s'ils avaient perdu à l'aller. Ils avaient fait match nul ou ils étaient en ballottage défavorable. Voilà. Souvenez-vous, les joueurs du Déport avaient joué avec ce fameux maillot orange. Ouais, complètement, c'est vrai, tu as raison. Ce maillot orange horrible, ils avaient dit comme quoi c'était ce maillot-là qui les avait guignés. Dado Perso a dit même à poil, on les aurait tués. Il y a une autre bonne, on va pas tout raconter, mais il y a une super anecdote aussi, c'est Zidane qui dit à Evra, au moment de sortir du terrain à la mi-temps. À Julie, pardon. Il lui dit, je crois qu'on est cuit aujourd'hui. Et Julie arrive dans le vestiaire et il commence à gueuler. Ils sont cuits les mecs, il faut y aller, alors qu'ils sont menés. C'est exceptionnel. Et surtout la dernière scène, on va pas la raconter celle-ci, je sais pas si vous vous en rappelez, c'est dans le bus juste avant d'aller affronter le FC Porto à l'époque, une scène, honnêtement ça m'a donné les larmes aux yeux, c'est vraiment vraiment une scène incroyable, vraiment voilà, je vous laisse regarder, c'est la dernière scène du film, on va pas tout raconter, mais en tout cas c'est un documentaire vraiment très bien réussi. Les Yeux Rouges donc c'est vraiment énorme, c'est énorme, c'était un des grands exploits quand même du foot français. Dommage que Julie soit blessé en début de match. Et oui, malheureusement, on s'en rappelle, défaite de 3-0 contre le FC Porto. Dommage qu'il y avait Mourinho de l'autre côté. On va parler, bien sûr, on va rester sur le football. Ça, c'était le football qui nous a fait rêver. On va parler du football qui nous fait un petit peu moins rêver. C'est le football, bien sûr, de Francis Gillot. Le football que déteste monsieur Eddy Amari. Énervé, triste, euphorique, ému, place à l'humeur d'Eddy Amari. Ce qui a été intéressant aussi, c'est d'avoir de la taille sur les coups de pied. Oui. C'est un atout, c'est ce que je disais hier, c'est un atout. Quand c'est bien frappé, c'est un atout d'avoir de la taille. On a trop souffert parfois quand Cheikh ne joue pas, quand on a un ou deux absents, Carlos. Si on n'en a qu'un, c'est difficile. Quand on en a 3 ou 4, c'est difficile pour l'adversaire. Et est-ce qu'on peut faire une équipe par rapport à ça, justement, en se disant j'ai des grands? Moi, je pense que la bonne base, c'est 7 joueurs de plus d'1m85. Quand on regarde les grands d'Europe, à part Barcelone, où ils ont quand même 3-4 grands, mais on regarde le Bayern, c'est 7-8 joueurs. Bon, je m'étais fait un peu la réflexion quand j'étais avec les jeunes. Parce que les jeunes, quand on est à 17-18 ans et qu'on rencontre des équipes avec des grands gabarits, parfois les tailles, ça peut varier 50 cm presque. Peut-être pas, mais bon, 30 cm. Et je me suis fait la réflexion qu'une bonne équipe, bien costaud, il faut au moins 7 joueurs d'1m85. Aujourd'hui, on les a pas aujourd'hui. Donc on va... Dans le recrutement, c'est une réflexion à faire. Alors oui, voilà, plus qu'un tacle contre Francis Gillot, c'est surtout cet esprit qui pourrit le football français que je souhaite pointer du doigt. La taille, la vitesse, la puissance sont des mots que l'on retrouve trop souvent à mon goût dans les discours de nos entraîneurs. Parce qu'aujourd'hui, ces idées, sachez-le, ont fini par rendre malade notre football. Les jeunes footeux de 12-13 ans ne peuvent plus entrer dans des centres de formation
s'ils n'ont pas la taille ou le poids requis. Les recruteurs de nos clubs de Ligue 1 ne s'intéressent plus aux joueurs qui ne courent pas vite ou qui ne sautent pas haut. Bref, à ce rythme, pour entrer dans un centre de formation dans quelques années, on vous demandera de réaliser des tractions et des pompes au lieu d'une séance de jonglage. C'est pourquoi, messieurs du football français, je ne vais pas vous sortir le discours habituel en vous citant le Barça et l'Espagne en exemple. Non, ça serait trop facile, mais je veux simplement que vous sachiez que si le football est aussi populaire à travers le monde, c'est par son universalité. Qu'importe que vous soyez gros comme le Brésilien Ronaldo, petit comme Messi ou géant comme Zlatan, vous trouverez toujours votre place sur un terrain parce que le football se joue avant tout avec la tête et les pieds. Coach et dirigeant, sachez qu'aujourd'hui votre mentalité, votre discours, votre philosophie de jeu ou plutôt de non-jeu en déprime plus d'un et brise les rêves de gamins à travers le pays, qui se tournent désormais vers d'autres sports comme le handball ou le rugby. Triste constat donc, surtout quand on sait qu'il y a une dizaine d'années, nous étions rois. Notre football produisait et recrutait des joueurs certes athlétiques, mais qui étaient avant tout des joueurs de football. La paire Vieira-Makelele ou le milieu de terrain musclé, souvenez-vous, lyonnais, Essien et Diarra, étaient nos modèles de puissance et de technique. Ces joueurs étaient certes besogneux et travailleurs, mais restaient avant tout d'excellents joueurs de football, tous capables de jouer le buste droit et la tête levée. C'est pourquoi, en doux rêveur que je suis, j'espère que cette prochaine Coupe du Monde au Brésil, nation qui s'est approprié le football pour le rendre rythmé et sucré, nous réconciliera tous avec le ballon et promis, cette fois-ci, joueurs, entraîneurs, dirigeants du football français, on vous excusera de ne pas descendre du bus au cas où vous serez du voyage au Brésil avec la volonté d'étaler votre philosophie de jeu froide et sans saveur sur la terre-mère du football samba. Bravo Eddy Amari, je suis à 200% d'accord avec cette chronique. On va d'ailleurs en discuter un petit peu tous ensemble si vous le voulez bien. Les milieux physiques, tiens, ça me rappelle un petit peu l'affaire des quotas. Moi, l'affaire des quotas aussi, très dérangeant, surtout de la part de Francis Gillot. Francis Gillot, un coach qui a vraiment produit du beau jeu avec Lens, avec Sochaux, qui avait une philosophie, je sais pas, on dirait que Bordeaux vraiment, ça l'a chamboulé dans sa com, ça l'a chamboulé physiquement. Il est devenu très maigre, il a les cheveux maintenant blancs, alors qu'au début il est arrivé, c'était grisonnant. Et il fait tout le temps la gueule, et maintenant il tient des propos vraiment qui sont scandaleux en termes de jeu. Dire je recrute des joueurs par rapport à leur taille, non, on ne peut pas. Moi, ce qui me fait peur un petit peu, c'est que j'ai l'impression qu'on est les derniers en France à avoir ce type de logique et de réflexion. Et ce qu'il faut voir, c'est que tous ces coachs, Francis Gillot n'est, je pense, pas le seul à penser comme ça en France. Tous ces coachs-là gèrent bien sûr des centres de formation, gèrent de loin, mais ont prennent des décisions bien sûr très importantes au niveau des centres de formation. Et c'est très regrettable parce que quand on parle justement du problème du foot français aujourd'hui, celui-là, c'est peut-être le principal. Avant de couper la tête à Le Gret et à certains autres à la FFF, c'est chez nos éducateurs en définitive qu'il faut faire quelque chose. Oui, mais ils ont le pouvoir dans leur club. Moi, c'est ça qui m'intrigue assez. À l'inverse, pour vous dire, pour bosser assez proche avec le Paris Saint-Germain, et Eddy connaît bien aussi le fameux site des Titis du PSG dont on parle un petit peu chaque semaine, à qui on passe le bonjour aussi. C'est vrai que du côté du Paris Saint-Germain, on a pris une politique à contre-pied justement de ce qui est expliqué par Gillot. C'est pour ça que le PSG a reçu vraiment de grosses critiques à ses débuts. Souvenez-vous du discours de Leonardo lorsqu'il est arrivé, il a fustigé tout le football français bien sûr. En voulant révolutionner un petit peu les choses, en pointant du doigt ce qui ne marchait pas. Et là, le discours de Francis Gillot est révélateur d'un état d'esprit dans le football français, d'un état d'esprit où on base une philosophie de jeu sur la puissance, sur le physique, sur des aspects athlétiques. Si on fait un sport pour des aspects athlétiques, on fait de l'athlétisme. C'est aussi simple que ça. Ou on fait du rugby ou les gens qui courent vite peuvent faire du rugby par exemple. Voilà, c'est les ça. ailiers, ou du handball qui demande un minimum de technique. Je vois Valentin qui me fait les gros yeux à côté. Non mais le football est un sport qui, comme chaque sport, certes se joue avec des qualités physiques, mais la technique, l'intelligence de jeu sont primordiales dans ce sport. Attardons-nous tout d'abord sur les jeunes de 12-13 ans quand ils rentrent dans les centres de formation, à savoir ce qu'ils peuvent faire, techniquement. Mentalement, le physique, techniquement. Le physique vient après. En plus, il y a un bon exemple en France, c'est Marco Verratti. Excellent exemple, Marco Verratti. Une technique et une hargne sur le terrain, une intelligence de jeu. Mais voilà, basons notre système de formation sur la technique. Le physique vient après, le physique vient avec l'âge. Là, on entend Francis Gillot, ses propos sont scandaleux. Il dit, on regarde les jeunes et on voit la différence de taille, 30 cm, mais ça veut dire que c'est le critère de recrutement aujourd'hui, c'est ça qui est fou. C'est ça le critère de recrutement, c'est je suis 1m90, j'ai ma place en attaque. C'est-à-dire que t'es 6, voilà, il faut que tu sois... Certes, c'est simple. Quand on est chez les catégories de jeunes, regardez les résultats
chez les catégories de jeunes. Chez les 12-15 ans, oui, la puissance, le physique compte beaucoup. Parce que c'est vrai qu'un gamin de 15 ans, quand il a 15 ou 20 cm de plus que son adversaire, oui, il le met à l'amende. Mais le football professionnel ne s'arrête pas. Sur le physique. Regardez Neymar. Hein. Neymar, le week-end dernier, face au mastodonte du Real, face à Pepe, face à Varane, face à Sergio Ramos. Neymar, il est tout maigre. Hein. Il lui manque un truc comme 6 ou 7 kilos avant vraiment d'avoir dans son poids de forme dans le football européen. Mais regardez ce qu'a fait Neymar le week-end dernier au Madrilène. Le football se joue avant tout avec des capacités techniques. Et comme le disait, j'aurais dû le dire dans ma chronique, mais je ne l'ai pas dit, c'est une phrase que j'aime beaucoup sortir. Pelé, une fois a dit à Zidane, s'il te plaît, dis-leur aux jeunes, dans le football, c'est le ballon qui va vite, pas le joueur. Bien sûr. Et t'as raison. Et pareil, t'as différents types de mecs qui font 1m95. Tu prends par exemple Tchèque à Bordeaux, c'est Diabaté, pardon. Il fait 1m90, mais techniquement c'est une catastrophe. Un garçon comme Zlatan Ibrahimovic utilise tout son corps pour l'adapter à la technique aussi. Donc c'est un travail spécifique qu'il faut faire avec ces garçons-là. Comme on a des petits qui savent pas jouer au ballon et qui mettent que des coups. Voilà, c'est ça, ça marche aussi. Voilà. En tout cas, belle chronique, aucune réaction de la part de Linden et Valentin, donc ça mérite un carton rouge. Jaune, pardon. Jaune, mes amis. Non, mais c'est parce qu'on est d'accord, on connaît le sujet. C'est vrai qu'on est d'accord, mais c'était bien de le dire en tout cas, c'était important de le dire. Tout de suite, on va faire une petite pause. Avant le premier débat, je vous propose qu'on passe à la chronique de Charlotte, la chronique féminine, des sports féminins. Et aujourd'hui, on va s'intéresser tout particulièrement au handball. Non, pas au handball, au rugby. Parce que je raconte aujourd'hui. Fatigué. T'as pas dit la chronique F. Initiative IDFM 98 FM, premier sur l'Île-de-France. Notre cher petit Bayonne, il est une peña, la peña Bayona. Ils portent fièrement partout leur foulard bleu et blanc. À Daxo, à Narbonne, on ne voit plus que ces gars-là qui ont dans le cœur leur chair. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver. Après une semaine d'absence, me revoilà avec une nouvelle chronique. Et cette semaine, je vous ai concocté un petit sujet, rugby féminin. Top, non ? Alors pourquoi du rugby féminin ? Car mercredi matin a eu lieu le tirage au sort de la prochaine Coupe du Monde. Et oui, une Coupe du Monde et un tirage au sort qui flirtent avec le désintérêt total des populations. Mais bon, moi je trouve que c'est un sujet important de l'actualité sportive féminine et même de l'actualité sportive en général, donc je me devais de vous en parler. Donc comme je vous le disais, depuis mercredi matin, les Bleus connaissent leurs futurs adversaires. Reversées dans la poule C, elles affronteront l'Australie, le Pays de Galles et l'Afrique du Sud. Ouf! Pas de Nouvelle-Zélande à l'horizon. Une équipe de Nouvelle-Zélande quadruple tenante du titre. Rien que ça. Pour revenir à la poule des Bleus, l'Australie représente le plus gros danger. Alors l'objectif des Bleus qui est de retourner en demi-finale pour cette Coupe du Monde 2014 va-t-il être atteint ? On l'espère et on a envie d'y croire. Et comme je sais que vous en mourrez d'impatience, sachez que les matchs seront diffusés sur France Télé et Eurosport. Pas de beIN Sport à l'horizon. Non, pas pour l'instant. Mais si les audiences s'annoncent bonnes, tout porte à croire que la chaîne risque de se lancer d'ici quelques années. Mais pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Et j'allais oublier de vous donner une information capitale. Même 2 informations capitales. Les dates et le lieu. Donc, cette prochaine Coupe du Monde de rugby féminin se déroulera à Paris et au CNR de Marcoussis. Donc, vous allez pouvoir assister à tous les matchs. Oui, vous êtes des petits chanceux. Et elle se déroulera du 1er au 17 août, donc 2014. Mais la blague, quand même, organiser une Coupe du Monde à Paris en plein mois d'août, le mois où la capitale est déserte, c'est pas ça qui va déchaîner les foules. Enfin bon, ça, c'est une autre histoire. Alors pour l'instant, on va se réjouir d'avoir une Coupe du Monde dans notre beau pays.
Ah, l'aviron bayonnais, les amis. Voilà, un petit air de sud-ouest, bien sûr, pour faire un petit coucou à notre grande Charlotte. La Coupe du Monde de rugby qui débute, eh bien, comme vous l'expliquez, Charlotte, dans quelques jours seulement. Vous regarderez, messieurs, la Coupe du Monde de rugby ? Oui, d'un œil. Non, les gros matchs, petit œil, des gros matchs. J'ai jamais vu vraiment du rugby féminin, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Mais oui, je vais regarder ça. Si, oui, c'est ce que Charlotte vient de dire. C'est ce que Charlotte vient de dire. Carton jaune, deux jaunes, ça fait quoi ? Ça fait un carton rose. Retournez-vous. Comme dans une célèbre émission, retournez-vous. Ouais, retournez-vous. Donc, vous diffusez sur France Télévisions Eurosport. D'accord. Exactement, t'as bien écouté. Je t'annule ton carton jaune, mon cher Linden. Merci en tout cas à Charlotte pour cette jolie chronique féminine. Je vous propose qu'on passe tout de suite au premier débat et on va parler de tennis tout de suite avec les Masters de Paris-Bercy. Et c'est l'heure du premier débat. Vous écoutez IDFM Sport sur 98 FM. Les Masters de Paris-Bercy. Paris-Bercy, ça se termine bien sûr ce week-end, ce dimanche, bien sûr, avec une finale. Alors, un premier pronostic, je vais vous citer bien sûr tous les joueurs qualifiés pour les quarts de finale demain. On les répète, Federer, Djokovic, Nadal, Ferrer, Del Potro, Gasquet. Le plateau est absolument... Berdych, tout à fait, excuse-moi. Et Wawrinka, exactement, je les ai oubliés, tout à fait. Merci Inden, carton jaune pour moi. Attention, on ne demande pas de carton jaune. Donc voilà, deuxième carton jaune, troisième carton jaune exclu pour la prochaine édition. Non, revenons un petit peu à Bercy, les amis. On a un plateau de rêve là pour pour les 3 derniers jours qui nous restent à vivre. On n'a jamais vu ça, ou presque, du côté de Bercy. Oui, parce que tous les qualifiés pour les Masters de Londres sont présents. Parce qu'il y a Andy Murray qui n'est pas qualifié par rapport à sa blessure malgré son classement. Mais voilà, tous ceux qui sont qualifiés et qu'on va retrouver à Londres sont présents. Donc le plateau est relevé. Et puis on va avoir pour nous, en français, un petit cocorico, le Gasquet-Nadal. Exactement, Gasquet-Nadal, ça va être beau aussi. Est-ce que Nadal peut être le roi à Paris cette semaine ? Oui. Très clairement, vu de ce que vous avez vu. Oui, surtout quand il y a de la concurrence comme ça. Encore, il aime ça. Surtout que il a montré déjà par rapport, on en parle depuis plusieurs émissions, son retour. Il s'est replacé en tant que numéro 1. Maintenant qu'il s'est replacé en tant que numéro 1 et qu'il a des compétitions aussi importantes qui vont arriver avec tous les challengers qui sont là, avec Federer qui revient en forme, même si on en... Enfin... On va en parler si tu veux, avec une petite réaction aussi. Il est revenu en forme. Mais c'est très difficile, assez étonnamment. Mais après, on ne sait pas ce que ça va falloir face aux deux gros derrière, parce que psychologiquement, c'est très difficile pour lui face à ces deux, à Nadal et Djokovic. Mais c'est vrai que Nadal va sûrement marcher sur l'eau encore. Mais vous pensez vraiment que Gasquet a une chance ? Non, ça c'est sûr. C'est bien ce qu'on dit, Eddie. Donc tu vas prendre ton carton pour cette réflexion. Je peux pas faire les sifflets, les amis, sinon on perd la musique derrière. Nadal, ça serait sa première victoire au Masters de Paris-Bercy. Il n'a jamais gagné du côté du POPB. Nadal qui se prépare quand même, c'est le premier signe d'une fin de saison en indoor qui s'annonce très chargée avec les Masters de Londres la semaine prochaine. Mais on sent qu'il est au top, le garçon, plus que d'habitude. Il est au top, mais il faudra quand même faire attention à Djokovic, parce qu'il y a Djokovic. D'habitude, on fait attention, mais pourquoi faudra faire plus attention que d'habitude ? Parce que là, c'est la première fois qu'il a sorti Isner. Oui, exactement. Et en indoor, c'est très compliqué. Et c'est très très compliqué avec son maître, je ne sais plus combien. 2m10 il est immense. Enfin, tu le vois et on dirait qu'il joue contre ses enfants. Et c'est la première fois. Il a déroulé. 600, 6-2. Enfin, c'était très difficile parce que voilà, il avait beaucoup de mal sur les services d'Isner sur ce match-là. Malgré qu'il est sorti, on a l'impression tout facilement, il a eu beaucoup de mal face à Isner. Mais psychologiquement, quand tu as une bête noire comme ça, surtout dans le tennis, parce que c'est un contrat. C'est toi contre l'autre, voilà, là-dessus. C'est vraiment une prouesse mentale que Djokovic a fait. Donc on voit que là-dessus, il faudra faire très attention aussi à ce Novak qui a sorti quand même Isner. Et pour répéter, Isner qui est quand même sur 3 confrontations, l'avait battu. Exactement, il fallait le rappeler, belle stat. On va parler de l'absent de la semaine, notre ami Jo-Wilfried Tsonga, privé du coup sorti par Kei Nishikori et privé du coup des Masters. La grosse déception, Jo-Wilfried Tsonga, on l'écoute justement à propos de sa fin de saison. Il sera remplaçant du côté de Londres et il nous livrait bien son verdict au sortir de cette défaite dès son entrée en lice face à Nishikori. La question de se dire est-ce qu'on continue la fin de la saison ou est-ce qu'on s'arrête maintenant ? J'avais décidé de continuer et puis finalement on s'est pris au jeu parce que j'ai quand même pris des points, j'étais là à la course au Masters, donc maintenant ça va me laisser du temps pour me préparer pour la saison prochaine. Et puis... La saison prochaine, si on devait déjà faire le bilan de cette saison à Jo-Wilfried Tsonga, il sera remplaçant. Généralement, il y a toujours des petits blessés, des gens qui partent en vacances un petit peu plus tôt. Mais quand même, est-ce qu'on peut se dire que c'est une immense réussite, Jo-Wilfried Tsonga, qui sort donc du top 10 en vue de ce Master ?
Tsonga, il tournait souvent entre les 5 et 6. C'est-à-dire que c'était toujours celui qui était derrière les 4 fantastiques à l'époque. Aujourd'hui, qui va se classer donc 10e au sortir du nouveau classement ATP qui va arriver. Enfin, voilà, Tsonga, très difficile. C'est compliqué quand même, parce que je me rappelle l'année dernière, il y a un an, jour pour jour, on disait quoi ? Tsonga est le véritable numéro 5, c'est-à-dire celui qui arrive, celui qui émerge derrière les 4 fantastiques. C'était le numéro 1 de l'autre championnat. Et en fait, on voit que finalement, il se fait même sortir par Nishikori, qui est un très bon tennisman, mais on voit sur le match suivant, Gasquet s'est baladé. Donc au final, on peut se poser la question, est-ce que c'est Richard Gasquet, même si Gasquet ne peut pas atteindre le niveau des 5 devant. Mais déjà, est-ce que celui qui va peut-être le plus émerger aujourd'hui, c'est Richard Gasquet, celui qu'on attendait depuis je ne sais combien d'années? Alors justement, vas-y Eddy. Non, mais pour moi, Richard Gasquet est l'éternel espoir et restera toujours l'éternel espoir du tennis français. Je ne le vois pas percer au niveau que Tsonga a percé, mais surtout, pour en revenir sur Jo-Wilfried Tsonga, chaque fin de saison, il a du mal physiquement à tenir. Et au bout d'un moment, il sort d'une lourde blessure. Et au bout d'un moment, il faudrait remettre Jo-Wilfried Tsonga a un physique assez atypique quand même pour le tennis. Oui, il faut le dire. Et il faut le dire. Je pense qu'il recruter. Non, c'est vrai, il est dans le gabarit. Mais il a un sacré gabarit et je pense que ça doit jouer énormément sur ses blessures et l'accumulation de matchs avec son physique. Il ne peut peut-être pas les supporter. C'est pour ça qu'il tire la langue généralement en fin de saison, qu'il a souvent des gros pépins physiques. Et puis ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il avait commencé l'année avec un nouveau coach, avec un régime diététique très fort, et que là il a annoncé en début de semaine après sa défaite qu'il changeait et qu'il voulait un coach français. Il était avec Roger Rachid. Et donc, là où je vais contredire Eddy, où je ne serais pas d'accord avec lui, c'est parce qu'on va parler du fait que c'est une nouvelle saison qui va arriver. C'est encore une nouvelle dynamique. Cette saison-là n'est pas une réussite. Tu changes de coach. Quand il parlait de la comparaison Gasquet-Tsonga, on disait Gasquet. Ah, pardon, ce que je rebondissais sur ce que tu disais, le fait que ce soit un éternel espoir, normal, il pourra que être au maximum 5e parce que là-dessus, c'est pas possible. Mais être 5e, pour moi, je pense qu'avec le déclin peut-être de Federer, parce que pour l'instant, même s'il revient bien, ça va sortir. D'ailleurs, Gasquet pourra faire aussi bien que ce que Tsonga a pu faire à l'ATP. On écoute, si vous le voulez bien, Guy Forget, qui nous parle justement de Richard Gasquet. Richard Gasquet qui jouerait, paraît-il, selon les plus vifs et plus grands observateurs, le plus grand tennis de sa carrière. On écoute, bien sûr, notre ami Guy Forget. Il a mûri, il a évolué, et on entend parler beaucoup de lui parce qu'il joue très bien, qu'il gagne beaucoup de matchs, et notamment dans des grands rendez-vous. Donc je crois que Richard joue aujourd'hui probablement le meilleur tennis de sa carrière. On le sent, en plus, je trouve beaucoup plus serein et sur le terrain et même en dehors. Et je crois que ça se ressent dans ses résultats. Est-ce que ça t'énerve, Eddy, d'entendre ça? Non, mais ce genre d'interview-là sur Richard Gasquet, mais j'ai l'impression d'en entendre toute ma vie. Tous les 4 mois, j'entends les mêmes interviews sur Richard Gasquet. Oui, c'est l'année de la maturité. Oui, il joue son meilleur tennis. Oui, il est en train de confirmer tous les espoirs qu'on a fondés en lui depuis ces années. C'est bon. Non, mais à mon avis, c'est un éternel la espoir. com, elle est sur Gasquet, c'est surtout grâce entre guillemets à la mauvaise saison de Tsonga. Moi, je trouve que je pense que c'est ça. Moi, je trouve que Gasquet, mais je sais pas s'il a des amis haut placés, mais je le trouve très protégé dans la famille tennis. Vraiment, autant Gaël Monfils, Gaël Monfils, ça arrive qu'on l'allume quelques fois, mais Richard Gasquet, il est vraiment protégé par rapport à tous ces abus. Bon, tous ces abus, non. Parce que peut-être que le système tennis aussi l'a mis beaucoup en avant lorsqu'il était jeune, et peut-être aussi qu'il a payé les pots cassés de tout ça à la fin, et peut-être qu'il y a un sentiment de culpabilité. Je sais pas, c'est la psychologie comptoir. Ou peut-être qu'il est pas sérieux dans son entraînement invisible, ou je sais pas. Doute, mais je pense aussi. Si tu parles de cocaïne, tu vas prendre un deuxième jaune. Non. Je voulais qu'on parle, messieurs, pour finir clôturer ce débat, qu'on parle d'un garçon, Federer. Linden a commencé à en parler. On l'aime tous ici dans ce studio. Beaucoup. Federer, on se demande un petit peu jusqu'à quand il va jouer. Greg nous avait dit les JO de Rio. On écoute Roger Federer sur son état de forme justement cette fin de semaine. J'avais des problèmes physiques, voilà, mais j'ai quand même continué à jouer avec. Parce que moi, je ne vais pas juste dans le coin et j'attends 4 mois. Alors, j'ai jamais raté plus que, je sais pas, 2 mois peut-être dans la saison. Et c'est quelque chose que je suis vraiment content que c'est arrivé comme ça, en fait. C'est intéressant ce qu'il dit Roger Federer, parce qu'on a eu l'impression que c'est vrai qu'il était en pré-retraite, que c'était la décadence, la longue agonie. Et il le dit lui-même, je ne suis pas resté 2 mois sans jouer au cours de cette saison. Il a quand même encore cet amour du tennis, on le sent. Et il a fait une saison
pas complète, mais en tout cas bien remplie en termes de calendrier. Et il finit très bien, il peut finir sur une très belle note. Oui, bien rempli, le physique a tenu, mais bon, ce n'est plus le Federer qu'on a connu. Je suis d'accord avec toi. Et maintenant, il passe dans l'ombre par rapport à Wawrinka qui fait une saison exceptionnelle. C'est vrai, qui a lui monté d'un gap. C'est impressionnant. Mais la différence entre un tennisman et un footballeur, c'est que le tennisman ne peut pas changer de division. C'est-à-dire qu'un footballeur, quand il n'a plus le niveau, il peut jouer dans un championnat exotique. Tu peux sortir du top 10, top 100. Il peut jouer dans un championnat exotique, il peut prendre sa licence amateur. Un joueur comme Federer, passionné comme il est pas prêt de raccrocher sa raquette. Mais est-ce qu'il acceptera justement de sortir du top 10, de sortir du top 100? On va le retrouver là au Masters à Londres, il me semble, Roger Federer. C'est un compétiteur dans sa tête. Pour qu'il arrête le tennis, Roger Federer, et qu'il arrête sa petite routine de tennisman et de sportif professionnel, ça va être très très dur. Le passionné Tu penses de que ce lui, sport il est capable de sortir par la là-dedans. petite porte, entre guillemets la petite porte, c'est-à-dire qu'on retiendra, de toute façon sa carrière est immense, il partira jamais par la petite porte, mais en tout cas avec des résultats en deçà. Je pense qu'il fera pas une Sampras, parce que par rapport à l'image, parce que moi je me rappelle l'image que j'ai de Sampras, quand je vois tous ces tweets, quand je lis tout sur internet, je dis moi j'ai jamais vu ça, parce que moi le Sampras que je connais c'est celui qui arrêtait pas de perdre. Donc c'est vrai qu'il y a au niveau de l'image. Et je pense que génération. Federer, pourquoi il est là aujourd'hui, et on voit des fois, on dit à chaque fois, tu vas voir à chaque tournoi, on va dire Federer revient en forme parce qu'il joue beaucoup avec l'amour propre. C'est-à-dire que Federer aujourd'hui, dans un coin de sa tête, il a quand même l'objectif de revenir dans les 4, même si c'est difficile pour lui. Bien sûr, même c'est si l'objectif, on sent, mais il travaille pour. Il travaille pour, mais je pense, moi, contrairement à Eddie, que si aujourd'hui, je me remets beaucoup en opposition à Eddie. c'est bien les gars. Là-dessus, je dirais que voilà, mais je pense que s'il sort du top 10, Federer là-dessus, il se laissera pas couler jusqu'au top 100 quoi. Ça sera franchement au niveau de l'amour propre, on le voit déjà, c'est parce qu'il est dans les 10 qu'il est encore là et qu'il y a des possibilités d'aller chercher quelque chose, mais en dehors des 10, moi je pense qu'il lâchera rien le Fed. On verra. En tout cas, affaire à suivre, comme dirait notre cher ami Greg Drouillat. Le coup de sifflet. Tiens, qu'est-ce qu'il annonce ce coup de sifflet ? Il annonce tout de suite que le premier débat est terminé. On revient tout à l'heure avec un débat assez court sur la Formule 1. Mais on retrouve tout de suite, bien sûr, le journal d'Île-de-France. Et c'est avec notre ami Valentin Paris. Valentin Paris qui a eu 22 ans cette semaine. Initiative et IDFM 98 FM, premier sur l'Île-de-France. Les informations sportives dans votre région, c'est tout de suite sur IDFM Sport 98 FM. Oh! Et on commence ces informations, bien sûr, Valentin, avec du football. Oui, on commence avec du football et Créteil après son élimination en Coupe de France face à Toulouse 3-1 cette semaine. L'US Créteil se déplace ce soir. Coupe de la Ligue. J'ai dit Coupe de France. T'as dit Coupe de France. Coupe de la Ligue. Se déplace ce soir à Laval pour le compte de la 13e journée de Ligue 2. Chez l'avant-dernier du classement, les Cristoliens pourront compter sur le retour de leur meneur de jeu de 36 ans, Jean-Michel Lesage, absent depuis une douzaine de jours. Le coach Jean-Luc Vasseur a décidé de ne pas convoquer Collet et de Oliveira. En national, ce soir, pour la 11e journée, le Red Star reçoit Bourg-Péronas, éliminé de la Coupe de France, cette fois-ci par le Paris FC de Buzyn. La semaine dernière, les joueurs de Sébastien Robert doivent marquer leur retour au meilleur niveau et sonner leur révolte. Kevin Lefebvre et ses partenaires sont prêts à batailler face au 5e de National. Le Paris FC, lui, reçoit l'Uznac, le 3e du championnat, qualifié pour le 7e tour de la Coupe de France, qu'ils joueront d'ailleurs sur l'île de la Réunion face à la modeste équipe de Sainte-Marienne. Une première d'ailleurs pour le club de la capitale. Les Parisiens espèrent renouer avec le succès ce soir à Dégérine. Donc allez encourager le Paris FC à Dégérine et le Red Star à Bauer ce soir. Après une semaine de repos pour cause de Coupe de France, l'Entente Sanois-Saint-Gratien reçoit la réserve du Racing Club de Lens en CFA, dans le groupe A du championnat de France amateur. Les Valdoisiens restent sur une défaite face aux voisins de Lens, la réserve du LOSC. Mais il est quand même, faut quand même noter donc que l'Entente reste toujours invaincue sur son terrain depuis plus d'1 an et 8 mois. Avec cette saison, 4 victoires en autant de matchs. Pour les Lensois, c'est le chemin inverse. Hors de leur base, c'est 2 défaites en autant de matchs et une claque surtout reçue à Lille, 6-1, donc de très bon augure pour les Valdoisiens. Décidément, ça continue, les gars, je suis désolé, mais encore une mauvaise nouvelle. Mais depuis que t'es là, il y a que c'est impressionnant. L'année dernière, tout allait bien. Mais tu te rappelles, l'année dernière, tout allait bien. Ouais. Tout allait bien. Le chat noir. 22e année, elle a intérêt de bonne, celle-là.
Le Stade de Montois qui a encore perdu sur sa pelouse dimanche dernier face au leader Strasbourg, 14-20. Ils ont pris le point défensif. N'empêche qu'ils perdent. Les premiers matchs, si mes souvenirs sont bons, il y avait eu des grosses cartouches. Ouais, bien sûr. Et là, ça commence quand même à s'équilibrer un peu plus. Ouais, en plus, t'as un gros combat. Mais encore une défaite à la clé. Daumont est avant-dernier de Fédéral 2. Maintenant, c'est place aux vacances avec la reprise du championnat seulement le 17 novembre prochain. Ils sont en vacances là, il dit là. Ils sont en vacances. Oh là là, ouais, non, ça va être chaud là. Ça va être chaud. Pas sûr qu'ils reviennent enfin. Ouais, ça va être compliqué. Grosse préparation physique pendant les quelques semaines. D'accord. Et donc Bonne cette nouvelle. semaine, les gars, j'ai décidé de changer un peu et de vous parler de hockey sur glace parce que les résultats de hand, ça ne suit pas du tout dans le Val d'Oise. Donc oui, parce que dans le Val d'Oise, il y a une équipe qui est au 3e niveau national, donc ça s'appelle la D2 parce qu'il y a la Ligue Magnus, donc l'élite, il y a la D1 et ensuite il y a la D2 et il s'agit des Jokers de Cergy-Pontoise. Tiens, c'est marrant, après les Cougars de Saint-Ouen-le-Monde, les Jokers Après un début de saison catastrophique. catastrophique enchaînant 4 défaites en autant de matchs, les Jokers ont gagné leurs 2 derniers matchs et surtout avec une magnifique victoire 6-2 face à Roanne la semaine dernière. Pas de match ce week-end, mais le 9 novembre, Cergy reçoit Strasbourg dans un match qui s'annonce très chaud dans la patinoire donc de Cergy-Pontoise le samedi 9 novembre à 18h20. Allez-y nombreux donc, voilà. On peut le dire. C'est fini pour le journal, Valentin ? Tout à fait. Merci en tout cas pour ces belles précisions. C'est bizarre que Eddie ne vanne pas la patinoire. Non, c'est vrai. Non, le tennis de table. J'ai pu tenter. T'as vu le physique des hockeyeurs ? Ouais, c'est vrai que ça fait surtout s'y mettre les épaulettes, t'es mort. T'es là, puis ils arrivent, c'est fini. On passe tout de suite, si vous le voulez bien. Allez, le petit débat, on va passer 2 minutes sur le dernier débat. Ça va être très court, on va parler de Formule 1, ça nous tient tous à cœur, je sais pas. Surtout à toi, Manu, arrête. On se fait plaisir. Chaque semaine, t'essaies de nous placer ton débat F1. À chaque semaine, on me dit non, mais bon, là, t'as de la chance. Greg n'est pas là. Greg n'est pas là, c'est vrai, ils m'ont dit ok. À la cool. Allez, le deuxième débat, c'est tout de suite. Toujours plus de sport, toujours plus de débats sur IDFM Sport 98 FM. On l'a dit, Sébastien Vettel d'ailleurs, sacré pour la 4e fois consécutive champion du monde de Formule 1. Il devient l'égal d'Alain Prost, également titré 4 fois. Il devient le 3e pilote le plus titré de l'histoire de la Formule 1, derrière Michael Schumacher, bien sûr, Juan Manuel Fangio et à égalité avec Alain Prost. Et surtout, il rejoint deux légendes de la Formule 1, Michael Schumacher et également notre ami Juan Manuel Fangio, pour avoir gagné 4 titres consécutifs. Voilà, record à battre l'année prochaine. Je voulais vous faire écouter 2 petits sonores. Patrick Tambay, un ancien pilote Formule 1 français, bien sûr, chroniqueur et consultant chez RMC, et bien sûr notre légende à nous, Alain Prost, qui parle de Sébastien Vettel, et on fait un petit tour de table sur lui. Quel mot utiliser ? Unique, exceptionnel. Il y a eu des grands champions avant lui, avec des palmarès aussi éloquents que le sien. Il vient les rejoindre aujourd'hui, unique. C'est toujours mieux d'être rejoint par des très bons pilotes, talentueux et sympathiques, donc c'est le cas. C'est un beau champion, très très jeune, 26 ans. À 26 ans, je gagnais mon premier Grand Prix, donc vous voyez, il y a aussi cette génération très différente qui commence très très tôt la course automobile, domine la Formule 1 depuis maintenant 4 ans consécutivement, mais il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle. On l'a dit, Sébastien Vettel, 4 fois champion du monde. Vous avez entendu Patrick Tambay dans un premier temps et Alain Prost dans un second temps. Linden, tu rappelais en début d'émission que c'est vrai, il a été hué, beaucoup hué en tout cas, sur les différents circuits qu'il a visités cette année. Et en plus de ça, par contre, pour un petit peu renverser la vapeur, il faut dire qu'il est plus populaire aujourd'hui en Allemagne que l'était Michael Schumacher, ou que l'est encore Michael Schumacher. Ça, c'est incroyable. Mais pourtant, quelques soufflets subsistent. Pour vous, il fait partie de cette histoire de la Formule 1 ou pas ? Pour moi, il fait partie de cette histoire de la Formule 1. Pourquoi il se fait huer ? Parce que le monde est rouge, comme on dit en Formule 1. Exactement, le monde est rouge. Ferrari. Et puis son attitude et sa facilité, forcément, ça. Son côté lisse, peut-être aussi. Ça fait grogner. Voilà, peut-être qu'il n'a pas de caractère. exactement. Et peut-être le côté aussi qu'on attend en Ferrari. Parce qu'il y a toujours un rêve secret au niveau des Allemands hauts de retrouver cette combinaison, un peu la réincarnation de Schumacher, c'est-à-dire ce Vettel chez Ferrari. Et puis, quand même, quand tu vois sur le championnat du monde, que derrière lui au classement, c'est Alonso, Raikkonen, Hamilton, quand même des anciens champions du monde. Et sur les 6 dernières courses, il a remis 6 victoires. Bien sûr. Tu te dis que ça fait enrager quand même. Donc c'est quand même incroyable. Bien évidemment, il a écrit l'histoire de ce sport par ses titres et par surtout qu'il les a comment dire glanés très rapidement et très jeune. Non, moi Vettel, ce qui manque, t'as dit le mot exact, Manu.
c'est qu'il est lisse. Il est trop lisse. T'as cité des vrais noms, des vraies légendes de la Formule 1. T'as cité Senna, t'as cité Schumacher qui était vraiment un caractériel. Mais je le mets dans la même catégorie que Schumacher. Tu vois, par exemple. Même Prost. Il était méchant. Schumi, on aimait à regarder la Formule 1 sous l'époque de Schumacher parce que Schumacher était méchant. Vettel n'est pas si lisse que ça. Parce que Vettel, il conteste les consignes de Bien sûr, il est très mauvais. Schumacher, il était capable d'envoyer Valdague Villeneuve dans le décor, juste dans le décor. Gagner, c'était ça qui était génial. Mais Vettel n'en a plus besoin parce qu'il est tout seul devant. Il peut plus envoyer personne. Il fait le départ jusqu'à la fin, il est tout seul devant. Il y a une question que je me pose. Il y avait beaucoup d'anti-Schumacher à une certaine époque. Il y a beaucoup d'anti-Vettel aujourd'hui. Est-ce qu'en définitive, un pilote de Formule 1, c'est pas les statistiques, mais c'est l'aura du garçon, c'est les risques que va prendre le garçon, c'est le côté sexy du garçon, enfin tout le mythe du pilote qui est autour. Et Vettel, t'as l'impression qu'il rentre dans sa Renault, dans sa Red Bull. Schumi n'était pas aimé par rapport à son caractère, par rapport à ses coups de gueule, par rapport à ses coups de crasse sur la piste. Vettel, il est pas aimé parce qu'il gagne. Mais il fait des coups de crasse aussi. Ouais, mais Vettel, quand même, quand tu regardes, ses courses sont très différentes. Il prend la pole et il voilà, c'est ça. C'est pas marrant. C'est pas marrant. C'est-à-dire que maintenant, celui qui nous intéresse, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Grosjean, parce que celui qui fait les dépassements, c'est lui qui fait le spectacle. Mais Vettel, il prend la pole et finit derrière. Et puis même en conférence de presse, il envoie même pas un scud à la concurrence. C'est pas marrant. C'est vrai. Comme le pouvait faire Senna, par exemple. Qu'il envoie un petit peu. Souvenez-vous des conférences de presse à l'époque entre Prost et Senna, on a l'impression que c'était mortel, bien sûr. C'était génial. Ça vivait. Là maintenant, Vettel il est lisse. C'est train-train. Ouais, voilà, non, c'était une belle course. J'ai eu du mal. L'important, c'est les 25 points. Ouais, voilà. Messieurs, fin de ce deuxième débat. Tout de suite, on va finir avec une chronique magistrale. C'est celle de Monsieur Linden Nutello. C'est la semaine Twitter de Linden. Quand les sportifs imitent le plus grand des twittos, c'est toute la planète Buzz qui s'affole. Place à la semaine Twitter de Linden Nutello. Linden, quoi de neuf justement sur la planète sport, sur Twitter? Alors les tutos, pendant que Barton reçoit des bouteilles de coca par les supporters en deuxième division anglaise, ou alors que Sepp Blatter exprime sa préférence pour Léo Messi par rapport à Cristiano Ronaldo, mais qui lui répond sur le terrain, nous en France on a mieux. On a le clash entre Evra et Pierre Ménès, partie 2. Lui, le jour qu'il arrivera à faire 8 jongles, j'arrête ma carrière. 8 jongles, eh oui les gars, 8 jongles, il en fallait pas plus pour que Ménès crée son buzz sur le web. Le moment tant attendu est arrivé. Pierre Ménès va-t-il relever le défi proposé par Patrice Evra? Pierre, c'est à toi. C'est bon là, ça va? C'est bon, là, ça va? Vous l'avez sûrement entendu des dizaines et des dizaines de fois. Ménès a réussi à faire ses 8 jongles. Et pour le public, il en a rajouté 2 pour le bonus, dont un de la poitrine qu'on n'a même pas compté. Alors, forcément, le grand public de Twitter attendait que Patrice Evra parte à la retraite et nous présente officiellement son au revoir. Et... je t'ai mis la Marseillaise avec. En effet, pourquoi ce au revoir de Valéry Giscard d'Estaing? Parce que sur Twitter, vous pouvez retrouver de nombreux montages où, à la place de Monsieur Giscard, on a la tête de Patrice Evra qui lui dit juste simplement au revoir. Et forcément, qui dit au revoir dit retraite. Et Twitter nous a retrouvé une nouvelle reconversion pour Monsieur Evra. En effet, son compte parodique a tweeté « J'ai signé un nouveau contrat chez... » Avant, elle était intimidant. Avant, elle était quoi déjà? C'est à vous. Bonjour. Ça tourne, allez-y. Avant, il était Alain Delon. Mais ça, c'était avant. Chris, vous allez vous aimer. Exactement, il a signé chez Chris et on a pu voir la mention suivante. Avant, j'étais footballeur, mais ça, c'était avant. Chris, vous allez me détester. Ça fait un petit peu le buzz sur Twitter. C'est très bon, mais ça. Qui cite Alain Delon fait un lien forcément avec le FN, avec l'actu. Et qui dit FN dit... Marine. Et Sokoloa se pose la question suivante. Il faut que Pierre Ménès fasse combien de jongles pour que Marine Le Pen arrête sa carrière? Ça, c'est très fort. Ça, c'est très très bon. Et puis, il y en a qui sont peu impressionnés par la performance de Pierre Ménès. Par exemple, The Small Nico qui nous dit Zlatan peut faire 8 jongles avec Pierre Ménès. Ça, c'est encore plus dur. Et puis, DM Paluto qui rajoute Pierre Ménès, il peut faire 8 jongles, mais est-ce qu'il peut perdre 8 kilos, fils de gros? C'est très fort, ça. Ça, c'est méchant. Voilà, c'était tout pour la chronique Twitter de la semaine. Merci beaucoup, Linden Nutello, qui est en studio avec nous pour sa chronique Twitter, celle des sportifs, comme chaque semaine. Merci beaucoup à Valentin Paris. Merci à toi, Manu. Passe un bon week-end, amuse-toi 19 bien. ans, 19 ans.
C'est 19 ans. Ah oui, quand même. Je te laissais parler. Je comprends pas pourquoi tu disais 22. Moi, je savais que c'était une blague, moi, au début. Je crois que c'était une blague. Vous savez pourquoi, les gars? Ça, c'est une très belle transition parce qu'aujourd'hui, c'est les 22 ans de mon frère. Voilà, c'est exactement ça. C'est vrai, en plus, il est né le 1er novembre. Donc, joyeux anniversaire, mon petit frère. Non, c'est vrai. 22, c'est à 19, pardon. Bah oui, on l'a chambré la semaine dernière. Manu, carton rouge. Carton rouge, voilà, c'est terminé, ça tombe bien. Je ne viendrai pas la semaine prochaine. Non, je rigole. Ah ben non, personne ne viendra nous remplacer. On se retrouve vendredi prochain, 13h-14h, comme chaque semaine. Merci à tous d'avoir été en studio, Eddie, Linden et bien sûr notre ami Valentin. N'oubliez pas de retrouver le podcast. C'est sur YouTube. Vous tapez IDFM 46 et vous l'aurez pour revivre un excellent moment ensemble. Passez une bonne journée et à bientôt. À la semaine prochaine sur votre fréquence préférée. IDFM Sport est une émission du groupe Initiative. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et initiative.com.